Eh ben, bonjour tout le monde. On va parler grille de salaire. Je sais que c'est pas super sexy. Je l'ai déjà donné à Lyon une fois, donc je sais que ça a plu. On va essayer de recommencer un petit peu. Avant de commencer, j'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui savent me dire pourquoi ils sont là. Est-ce que vous attendez? Ça me permettra de rediriger un peu la conférence. Est-ce qu'il y a des courageux qui savent lever la main et qui savent me dire pourquoi ils sont là, qui ne sont pas là par hasard? Non. Vous êtes tous là par hasard? Ouais. Pardon? Gagner plus. Ok, je ne sais pas si j'aurai ça. On va voir. Ouais. Ok. Ça marche. Allez. J'avance. Je l'ai déjà donné à Lyon, donc elle est déjà sur vidéo, mais vous aurez en plus la vidéo ici. Et j'ai aussi en plus un petit article sur le web qui va expliquer ça vraiment en détail. Donc le but, c'est que n'hésitez pas à m'arrêter, n'hésitez pas à me poser des questions. Ça me permettra d'appuyer là où ça vous intéresse et il y aura tout le reste de détails ailleurs. Voilà. Je suis désolé pour le titre, je l'ai gardé de la première fois. Je l'ai regretté juste après l'avoir donné. Le sous-titre qui était On n'est pas des fonctionnaires. En réalité, j'ai fait passer avant la conférence des sondages pour essayer de voir un petit peu ce qui se passait, ce que les gens attendaient, pourquoi ils avaient peur des grilles de salaire. Et le côté moi je ne suis pas un fonctionnaire, c'est revenu très souvent. Et donc je l'ai repris dans le titre. Et je l'ai regretté juste après parce que finalement, les fonctionnaires, vous allez voir, c'est simplement des gens qui ont eu un besoin, qui ont trouvé une solution, et la solution en plus elle est bonne. Et donc on va voir pourquoi finalement on devrait plutôt récupérer des choses qu'ont fait les fonctionnaires plutôt que d'essayer d'aller mettre un petit peu de, comment dire, j'ai plus le mot, de réputation là-dessus. Et donc quand j'ai demandé qui a une grille de salaire, on va peut-être le refaire ici. Qui a une grille de salaire? 2, 3, 4. J'avais un tiers de oui, donc un peu plus qu'ici. Et la deuxième, c'est qui préférerait avoir une grille de salaire? Ah, c'est marrant, en plus c'est les mêmes, c'est bien. Donc vous voyez, il y a un apprentissage. J'en avais la moitié, donc là j'en ai très peu. Alors soit tout le monde est endormi, soit vous êtes un peu plus méfiant. Mais j'avais quand même effectivement beaucoup de défiance. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi ça a du sens de faire autrement. Je vais vous expliquer d'abord d'où je parle. J'ai fait pas mal d'expériences, j'ai eu un peu comme tout le monde, j'ai fait des sauts dans les boîtes et j'ai pas de cheveux blancs, mais je suis vieux, donc j'en ai fait pas mal. Et je suis arrivé il y a 4 ans maintenant, quelque chose comme ça, dans une boîte qui s'appelle Indie, où il y avait une super grille de salaire assez basique et où j'ai tout chamboulé. Ça a été tout un parcours, je me suis pris les pieds dans le tapis 2-3 fois. Le but, c'est de vous redonner un petit peu ce que j'ai fait, pourquoi, et vous donner les outils pour après faire quelque chose de votre côté. Pardon, excusez-moi. C'est un retour d'expérience, ce n'est pas une conférence doct. Je ne vous promets pas que j'ai la solution ultime. Je vous donne juste ce que j'ai fait, essayer de vous faire gagner 2 mois. Voilà. La conf, elle est séparée en 2 parties. Je vais d'abord vous parler de grille, de comment on crée la grille, et après de comment on va la positionner. Ça, c'est la position de quand je suis arrivé au tout début. C'était 2020-2021, inflation un petit peu qui est passée par là. Je ne sais pas si elle vous attire, cette grille, n'hésitez pas à me dire. Vous avez envie de ça ou pas? Non, ils sont tous endormis. Alors, qui n'en a pas envie? Comme ça, je vais inverser. Ah, j'ai quand même quelques bras qui se lèvent. Ok. Honnêtement, c'est quelque chose qui tournait bien dans la boîte. Tout le monde était content avec ça. Les montants pour l'époque, pour Lyon, c'est pas des Parisiens, ils n'étaient pas si mal. Et c'était quelque chose de super simple à calculer. Donc, a priori, ça faisait le job. Il y avait une petite défiance quelque part du management pour voir est-ce que c'est vraiment ça qu'il nous faut maintenant. Et on commençait à coincer. On commençait à coincer principalement chez moi, je vous avoue, quand je suis arrivé. Parce que moi je suis vieux, et donc moi je tire la grille et je regarde ça donne quoi quand les gens ils ont 40 ans, parce que moi j'avais 40 ans. Et quand les gens ils ont 40 ans, ça commence à faire pas mal. Hein. Un développeur avec cette grille à 40 ans, il fait du 130, 135 000 euros. Autant dire que ça tient pas, quoi. Et même à 20 ans, ça faisait du 85. 85 c'est bien, il y a plein de gens je pense qui sont à 85 maintenant, surtout sur Paris. Mais je ne paye pas tous les développeurs à 85 uniquement parce qu'ils ont 20 ans d'expérience. Donc je sais que ça ne va pas tenir. On a commencé à faire une première opération, je dis on, souvent c'est moi, mais je vais mettre le collectif, qui est un plafond arbitraire à l'embauche. Donc on a dit à partir de 17 ans, on va embaucher tout le monde pareil.
L'idée, c'était de pouvoir commencer à embaucher des vieux, des plus seniors, sans faire totalement exploser les salaires. Ça tourne, c'est une solution, mais ça marche parce que c'est une boîte jeune et qu'on avait beaucoup de gens qui avaient moins de 10 ans d'expérience. Si vous avez beaucoup de gens qui ont 20 ans d'expérience, si on commence à plafonner, ça revient à dire que tout le monde a le même salaire. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais ce n'était pas le plan au départ. Cette solution-là, moi, je la recommande encore sur la plupart des petites boîtes. Si vous avez 10 salariés, 12 salariés, honnêtement, faites un truc comme ça. Peut-être pas les mêmes chiffres, c'est à vous de voir les chiffres. Mais c'est encore largement tenable et ça évite de rentrer dans beaucoup de complexité. On verra pourquoi après. Mais honnêtement, ça ne fonctionne plus pour moi. Il y a un premier point qui est, c'est linéaire. Donc ça veut dire que je ne peux pas recruter de vieux. Mais en plus, je ne peux pas recruter de vieux qui sont restés à un niveau. Je vous explique, si j'ai quelqu'un qui a 15 ans d'expérience, si c'est quelqu'un d'exceptionnel qui est monté, qui a fait le junior, l'expérimenté, le confirmé, qui devient staff ou expert, c'est bien, je l'embauche, il part sur ma grille, je le paye correctement et tout va bien. Si c'est quelqu'un qui s'est dit, non, moi j'ai pas envie de faire de leadership, j'ai pas envie de faire d'expertise, je suis très bien à coder dans mon coin, je suis un confirmé ou un senior et ça me va très bien pour 10 ans encore de développement. Moi j'ai envie de parier sur ces gens-là, ils savent pourquoi ils sont là, ils font du travail de qualité. Mais je ne peux pas le payer parce que ma grille elle est linéaire et donc je considère que les gens ils augmentent d'expérience assez rapidement. Et donc, même si je pourrais l'embaucher, qu'il accepte un salaire plus réduit que ma grille, en fait, sur ma grille, je ne peux pas le prendre. Et donc, je suis obligé de lui dire non. C'est arrivé 2-3 fois. Ça commençait à me gêner un petit peu. C'est un petit peu élitiste. Ça veut dire qu'on prend que des gens qui déclenchent super vite et qui ont envie de faire des grandes carrières et de s'investir à fond. C'est top dans la boîte, mais ça me gêne un petit peu aux entournures. Ouais. En pratique, année d'XP, ce sont les années d'ancienneté. C'est les années d'ancienneté dans le métier. Donc c'est les années depuis ton année de diplôme, quoi. Et donc ça marchait parce qu'on avait beaucoup de jeunes, mais ça commence à coincer un petit peu. Et ça commence à coincer une deuxième fois parce que j'ai commencé à avoir des gens, on commence à beaucoup recruter, et à avoir des gens qui se disent « je suis payé la même chose que le voisin », alors que moi, j'ai envie de m'investir et que moi, je suis peut-être plus compétent ou plus d'expertise ou j'ai une meilleure école. Et on commençait à avoir un petit peu de grincement. Et souvent, ceux qui grincent, c'est ceux qui s'investissent le plus, qui ne voient pas pourquoi ils ne sont pas reconnus. Il y a la grille de salaire. Et qui commencent à avoir envie de partir ou en tout cas à mettre un petit peu de mécontentement. Ce n'est pas idéal et ça commence à poser problème. Et donc là est venu il faut changer ma grille de salaire, il faut changer tout ça. Il y a une solution, c'est de tout bazarder et puis de dire maintenant je vais mettre un petit peu de performance. Je vais dire toi tu me plais, allez je te paye mieux, et toi tu me plais pas et je te paye moins. On a voulu faire autrement et j'ai voulu garder le principe d'une grille de salaire. Ça tenait beaucoup aussi à cœur aux équipes. Et donc la question c'est qu'est-ce qu'on met et comment. On va faire un petit exercice déjà en amont qui est, à partir du moment où je veux une grille, qu'est-ce que je veux dans ma grille, qu'est-ce que je veux qu'elle fasse. Et un des items, c'est je veux qu'elle soit transparente. La transparence, c'est une des 3 valeurs cœur qu'on avait dans l'entreprise. Alors je sais que toutes les entreprises mettent des grandes valeurs, donc 4 par 3 sur les couloirs et dire regardez, on est pétillant ou super. Voilà. Souvent, ça ne se traduit pas dans les faits. Ici, ça se traduisait quand même dans les faits. Ça veut dire que la transparence, elle était portée par les gens, elle avait un impact dans le quotidien, dans ce qu'on faisait, et on partageait vraiment beaucoup de choses. Et ce qu'on voulait, c'est quelque chose de transparent qui évite tout ce qui est tripatouillage, et donc la possibilité de donner 1 000 € sous le tapis à quelqu'un, et puis d'avoir le nouveau recruté qui est un petit peu plus mieux payé sans qu'on le dise. Donc on veut vraiment que ce soit transparent. Maintenant, la transparence, elle ne fait pas tout. Je sais que j'ai vécu des choses un petit peu différentes. J'ai vécu une petite boîte où on avait de la transparence sur les salaires. Alors tous les mois, on avait notre réunion mensuelle avec les chiffres, avec où est-ce qu'on en est, et on avait un slide sur les salaires. On avait les salaires de tout le monde sur la slide. C'est super transparent, mais c'était peut-être un petit peu bancal. Je sais que j'avais fait un cabinet de conseil un petit peu avant où ils avaient tenté de faire ça. L'avocat leur a dit non, c'est des données perso, on n'a pas le droit. Donc je ne sais pas qui a raison, mais voilà, toujours est-il que c'est un petit peu différent. Et à l'inverse, j'ai vécu une boîte un petit peu plus avancée qui avait une grille de salaire, mais sur cette grille de salaire, ils n'avaient pas la transparence, c'est-à-dire elle est réservée uniquement aux managers. Et donc elle s'applique à tout le monde, mais tu ne sais pas où tu es, tu ne sais pas où est-ce qu'elle est. Et donc on avait tous les bruits de couloir et tous les fantasmes sur pourquoi on était là.
et finalement, je trouve que l'effet n'était pas bon. Voilà. Donc, la transparence, c'est une chose, mais ça ne va pas tout faire. Derrière, je vais rajouter les red flags. Et le red flag, c'est on s'adapte aux besoins. Si vous avez une grille de salaire, si vous projetez de faire une grille de salaire, c'est pour ne pas vous adapter aux besoins. Je sais que c'est contre-intuitif quand je dis comme ça. S'adapter aux besoins, ça veut dire, je ne sais pas moi, vous avez un projet super important, vous avez besoin de quelqu'un en plus, il faut le recruter. Vous avez du mal à recruter. Qu'est-ce que vous faites? Si on s'adapte aux besoins, on va monter un petit peu le salaire. C'est pas grave, on s'adapte aux besoins, c'est pertinent, c'est raisonnable. Sauf que si vous faites ça, le nouvel embauché va avoir 2 000 € de plus. Et finalement, vous allez toujours privilégier les nouvelles embauchés. Vous allez RH. Pardon, je vois que ça coupe le micro. Vous allez avoir une dette RH vis-à-vis des anciens qui vont être moins bien payés. Et vous allez mieux payer les nouveaux. Vous allez mieux payer ceux qui sont sur des projets visibles ou stratégiques. Et souvent, ce n'est pas eux qu'on choisit. Et vous allez mieux payer sur des critères qui finalement ne sont pas toujours très légitimes. Et donc l'idée de la grille de salaire, c'est pour vous contraindre. Ça veut dire qu'une fois que vous allez poser une grille de salaire, vous allez devoir dire non à des gens que vous auriez aimé embaucher et sur lesquels vous auriez accepté de faire un geste. Voilà, donc c'est pour vous contraindre, vous, et pour mettre en place dans la boîte. La deuxième, c'est si jamais je ne veux pas m'adapter aux besoins, ça veut dire que je ne m'adapte pas à la gestion de marché. Ça veut dire que je ne paye pas différemment quelqu'un qui négocie, je ne paye pas différemment quelqu'un qui est un nouveau ou un ancien. Il se trouve que la négociation, ce n'est pas une valeur qui m'intéresse dans la boîte. Je gère des développeurs. Les développeurs, quelqu'un qui négocie bien, c'est peut-être très intéressant pour les commerciaux. Pour les développeurs, j'en ai rien à faire. Dans mes équipes, j'ai plutôt l'habitude d'avoir des introvertis, et puis j'en fais partie, ou en tout cas des gens qui n'osent pas trop pousser ces aspects-là, ou qui ne savent pas communiquer. Et donc la dernière chose que je veux, c'est privilégier ceux qui savent négocier ou ceux qui osent négocier. Et donc à partir du moment où on dit on s'adapte aux besoins, ou en tout cas des choses qui se négocient, ça veut dire que je risque de privilégier les mauvaises valeurs, les mauvaises compétences dans mes équipes, et je vais privilégier ceux qui ont une grande gueule plutôt que ceux qui font les choses. Voilà. Donc pas de négociation, et ça veut dire, et j'insiste, que je vais dire au revoir à des gens qui potentiellement sont très bien, que j'aurais aimé prendre, sur lesquels j'aurais voulu faire un geste, et la grille va me rappeler à l'ordre et va me dire non, ce n'est pas une bonne idée. Voilà, maintenant que j'ai enlevé les red flags, j'ajoute, je veux une grille qui soit égalitaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire égalitaire pour vous, si vous pensez aux communistes ou si vous pensez à tout le monde est payé pareil. Dans mon système de pensée, ça ne veut pas dire tout le monde est payé pareil, ça veut dire pour un même contexte, une même compétence, une même ancienneté, une même valeur, je paye les gens la même chose. Donc si j'ai un clone, le clone il est payé la même chose. Pardon. Même s'il vient d'une autre école, même s'il il a une année de plus, une année de moins, je sais que si ça me rapporte la même chose, je vais le payer de la même façon. L'objectif, c'est limiter tous les biais et les discriminations. On en parle beaucoup, surtout maintenant qu'aux États-Unis, ils commencent à retirer toute la partie inclusion. La grille de salaire, c'est un outil pour limiter les biais et les discriminations. Si je prends des critères d'ancienneté, de compétences, de savoir-faire, d'expérience, une fois que j'ai ces critères qui constituent la grille de salaire, je ne vais pas pouvoir en injecter d'autres, et donc je vais pouvoir éviter, en tout cas limiter, le fait de payer moins bien une femme, quelqu'un de couleur, quelqu'un qui est un petit peu différent. Et donc la grille va m'aider à ça. Ça ne fait pas tout. Entre autres, si vous mettez des mauvais critères et que vous assumez des mauvais critères, la grille, ça peut être au contraire quelque chose qui va forcer la discrimination. Et si vous mettez des critères subjectifs, eh ben, ça peut aider le management à justifier des choses qui ne sont pas légitimes. Donc l'idée, c'est vraiment avoir une grille égalitaire, c'est-à-dire une grille avec des critères fixes, le plus objectif possible et les plus clairs. Dès qu'il y a du variable, dès qu'il y a des choses un petit peu pas claires, vous allez avoir une bombe à retardement. Je vais monter un petit peu et je veux maintenant une grille qui fasse un chemin de carrière. Je vous le disais, la grille, on a commencé à la faire éclater parce que j'avais des gens qui avaient envie d'être valorisés dans leur chemin de progression et dans leurs compétences. Et donc je veux que la grille traduise quelque chose, traduise la possibilité pour quelqu'un de progresser plus ou moins vite et où il est dans son chemin de carrière. C'est un petit peu virtuel comme ça. Et donc, je vous montre ce que j'ai maintenant. Quand je vous mettais simplement une équation avec une multiplication de nombre d'années d'expérience,
les gens, le retour qu'ils m'ont fait, c'est on n'a pas l'impression de progresser. Vu que c'est automatique, ben finalement, ça ne dit rien de leur progression, ça ne dit rien de savoir si effectivement ils ont été meilleurs ou moins bons, de s'ils ont appris quelque chose. Et donc, on a besoin de rajouter un critère qui est un critère de performance ou un critère de classement, qui, en général, on n'a pas envie de ça. Mais si on ne l'a pas, il y a la frustration de je ne sais pas où j'en suis, et finalement, je vais aller quelque part qui me récompense, même s'ils ne sont pas forcément mieux payés. Et donc, la première chose qui a été faite, et initialement, d'ailleurs, elle a été faite avant la grille de salaire, c'est faire cette progression de carrière. Est-ce que vous avez quelque chose comme ça chez vous? Ouais. Non, pas. C'est-à-dire que si je vous dis, je sais pas moi, votre collègue c'est un junior, vous avez quelque chose qui vous dit ce que c'est qu'un junior et pourquoi il est junior et qu'est-ce qui lui manque pour passer en confirmé ou en expérimenté, peu importe vos vocabulaires. Ouais, je vois quelques oui, pas beaucoup. Hein. Ça pour moi c'est essentiel et c'est vraiment la base du tout le reste. J'ai pris des juniors confirmés, expérimentés, seniors, c'est très arbitraire. Quand j'ai fait mes recherches, j'avais vu des boîtes qui ont fait des A, B, C, D ou des 1, 2, 3. En réalité, peu importe. Moi, je regrette peut-être, si vous avez à le refaire de zéro, refaites pas des juniors seniors, tout simplement parce que c'est des termes qui ont des sens différents suivant les boîtes. Typiquement, un senior, pour moi, c'est quelqu'un qui a une dizaine d'années d'expérience. Un senior en ESN, c'est quelqu'un qui a 3-4 ans. Et donc, si je donne quelqu'un qui est passé en ESN, je lui dis non, tu n'es pas senior, bah, ça fait des milliers d'incidents diplomatiques pour rien. Voilà. Alors que peut-être si je lui avais dit tu n'es pas en catégorie C, ça aurait été plus simple. Mais je voulais quelque chose qui parle. Les choix qui ont été faits là-dedans, c'est, je voulais au départ 3 niveaux, donc un junior, un senior et puis un expérimenté au milieu. On a rajouté un confirmé pour pouvoir avoir plus de granularité et surtout plus de vitesse de progression au début. Les gens n'aiment pas rester junior pendant 2-3 ans, ça donne l'impression de ne pas avancer, et donc il faut avancer vite sur les premiers niveaux, donc on a intercalé un mini-niveau intermédiaire. Et le deuxième, c'est séparer les grilles de contribution individuelle des grilles de leadership. La contribution individuelle, c'est junior, confirmé, expérimenté, senior sur ma grille. Et le staff, dont vous entendrez beaucoup parler dans certaines boîtes, pour moi, c'est une grille de leadership. Ce n'est pas juste un senior qui est meilleur, ce n'est pas juste un senior qui est plus expert ou qui a plus d'années d'expérience. C'est quelqu'un qui a pour but d'avoir un leadership sur la boîte et donc d'aller emporter les autres et prévoir un petit peu ce qui va se passer sur la suite. Et donc il y a 2 leaderships, il y en a un qui est technique et un qui est managérial, c'est organisationnel. Mais ce sont des branches qui sont toutes les 2 leadership. Et là-dedans, on a un deuxième choix que vous verrez, c'est mon engineering manager, c'est-à-dire celui qui gère les équipes. Il est au même niveau technique que le senior. Ça n'a pas été toujours facile dans les recrutements, mais ça veut dire que tous ceux qui managent ont au moins la capacité de remplacer n'importe quel senior dans leur équipe. C'est un choix de notre part, ce n'est pas forcément quelque chose qui est valable internationalement. Je ne suis même pas sûr que ce soit forcément le bon choix, mais c'était le nôtre à ce moment-là. Les équipes avaient peur de la mauvaise légitimité d'un manager, voilà, même si en pratique il ne code pas ou pas beaucoup. Voilà. Et donc voilà un petit peu ce que ça donne. Pour évaluer... Oui, pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un veut rester dans sa case? On en parlera après, je l'ai exactement plus tard. Et pour évaluer tout ça, j'ai cette petite frise-là. En réalité, ce qui se passe, c'est pour chaque niveau, on avait une grille d'une vingtaine d'objectifs qui permettent de dire, ben voilà, sur ces 20 critères-là, est-ce que ça passe au vert, est-ce que ça passe au rouge, pour savoir si tu es bien à ton niveau et si tu as réussi les attentes de ton niveau. En réalité, moi, je suis un ingénieur, je fais des choses très complexes ou trop complexes. J'ai commencé par une grille de 40 critères et après, on a réduit un petit peu. Mais l'idée, c'est on va objectiver tout ça. Ça permet à la fois aux gens de savoir ce qu'on attend d'eux et à la fois que quand on va discuter du est-ce que tu es en senior, est-ce que tu es en confirmé, est-ce que tu es en expérimenté, on parle sur des critères clairs qui ont été définis à l'avance et pas juste sur le doigt mouillé du manager qui ne va pas être d'accord avec son développeur. Et donc on va avoir quelque chose comme un palier tous les 3 ans d'expérience, quelque chose comme ça en moyenne. Un petit peu plus vite au début, un petit peu plus long après. Les années d'expérience ici sont totalement arbitraires, c'est-à-dire que le but n'est pas forcément de suivre exactement cette ligne de temps.
mais c'est sur la ligne de temps qu'on allait recruter les gens. Je vous expliquerai un petit peu plus tard. Hop. Et ça donne quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la partie contribution individuelle. C'est-à-dire, j'ai mes juniors, je vais rester junior pendant 2 ans, puis confirmé pendant 2 ans, et après expérimenté pendant 3, et senior par la suite. Ça, c'est le modèle général. On aurait pu faire tout à fait autre chose. Ce qui s'est passé, c'est quand on a imaginé la grille, on a posé ça, et après on a vérifié dans les équipes ce que c'est. On a fait tourner notre grille avec tous les critères, et on a regardé où est-ce qu'on positionnait chacun, et avec un bon espoir que ça tombe à peu près juste, et on a plutôt eu de la chance. C'est franchement de la chance. Si ça tombait pas juste, on aurait fait bouger les curseurs pour essayer soit de changer les attentes et les remettre un petit peu différemment, soit changer le nombre d'années d'expérience par niveau. Voilà. Là, c'est tombé juste. J'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire, quand je dis tombe juste, c'est-à-dire qu'on a à peu près 60% des développeurs qui tombaient sur les cases oranges, 20% au-dessus et 20% en dessous. Voilà. Ce qui est à peu près l'idéal, c'est-à-dire qu'on a effectivement des gens qui vont moins vite, des gens qui vont plus vite, et on voit la ligne temporelle de la masse. Maintenant, ça ne résout pas tout. Ça ne résout pas mon problème de celui qui a 20 ans d'expérience et qui reste dans sa case, justement, qui reste confirmé ou qui reste senior. La réponse qu'on avait initialement, c'est dire on ne recrute que des gens qui sont sur les cases oranges ou au-dessus des cases oranges, enfin au-dessus, qui sont plus avancés que les cases oranges. L'idée, c'est de dire, au bout d'un moment, il y a des gens qui vont plafonner, soit par choix, soit par manque d'implication, soit par manque de compétences. C'est-à-dire tout le monde ne va pas progresser sur cette ligne temporelle à la même vitesse. Et vu que certains vont progresser moins vite, et que c'est dans le futur, si je veux compenser et que ma moyenne ce soit bien celle-ci, il ne faut pas que je commence par recruter des gens qui sont en dessous. Il faut que je recrute que des gens qui sont soit au même niveau, soit au-dessus, parce que ça va faire monter ma moyenne, mais vu qu'à plus tard, il y en a quelques-uns qui vont descendre, je vais garder ma moyenne. Je ne sais pas si je suis clair. Ouais, super, merci. Maintenant, c'est un petit peu élitiste. Ça veut dire que dans l'ensemble, je ne recrute que des gens qui progressent très vite. Et ça se traduit assez facilement par dire je recrute quelques personnes excellentes en senior et je recrute essentiellement des juniors et des expérimentés parce que c'est là où ils n'ont pas encore eu le temps de diverger par rapport à la ligne temporelle. Voilà. Donc c'est une mauvaise solution, mais c'est une solution qui nous allait pour le moment et on verra que j'en ai d'autres après par ensuite. Et donc j'aurai plusieurs exceptions. J'aurai une ou deux exceptions. On a embauché 2-3 fois des seniors qui étaient juste à la limite et où on s'est dit c'est des gens qui n'ont pas eu l'occasion vis-à-vis de leurs anciennes entreprises de mettre en capacité, de mettre en œuvre des compétences. Et on se dit une fois qu'on les met chez nous, ils vont monter vite et ils vont rattraper. C'est vraiment la limite de ce qu'on se permettait. Voilà, et je vais arriver juste à la fin, et je veux une grille simple. Je vous le disais, j'ai commencé par 40 critères sur mes niveaux, et puis après on a réduit. Moi, je suis quelqu'un qui a tendance à faire des choses trop compliquées. Vous connaissez la caricature de l'ingénieur qui fait une solution complexe à un problème simple. Je l'ai trouvé dans mes recherches, c'est-à-dire que j'ai failli recopier quelque chose qui a été fait chez HireSuite, qui était ça. Voilà. Littéralement, hein. C'est super attirant quand on décompose et en plus ça donnait quelque chose de très pertinent au niveau de la courbe, mais juste c'est compliqué, quoi. Voilà. Et l'idée c'est récupérer quelque chose de simple où les gens savent facilement se positionner sans avoir besoin de gérer plein de curseurs et de chercher une formule. Voilà. Donc en tout cas, moi je conseille éviter ça. Voilà, c'est très joli, mais et justement le dernier critère que je veux pour ma grille, c'est pas de débat. Je ne veux pas de débat sur pourquoi il y a des critères, sur à quoi ils correspondent, et surtout, je ne veux pas de débat dans les évaluations annuelles pour savoir si quelqu'un pense qu'il a passé un niveau ou pas passé un niveau. Pour moi, ça c'est super important. C'était super important aussi pour l'équipe quand on a fait passer les sondages. L'idée, c'est dès qu'il y a du débat, les gens ils vont se focaliser sur où est-ce qu'ils en sont, à quel salaire. C'est super toxique parce qu'il y a forcément des moments où il faut dire non. Au lieu de se concentrer sur comment je progresse et où est-ce que je vais. Et donc surtout pas de débat, et en plus dès qu'il y a du débat, ça veut dire qu'il y a des moments où on va négocier, ça veut dire qu'il y a des moments où on va adapter aux besoins, qui sont mes 2 red flags que je voulais surtout pas, et donc on fait tout pour éviter le débat. Maintenant, moi j'ai évité le gros sujet, j'ai évité de comment je positionne ma grille, je vous ai mis plein de théories au début, et en réalité j'ai pas parlé de chiffres.
Et donc, un des points, une fois qu'on fait une grille, c'est, je suppose que si votre management vous dit on fait une nouvelle grille, votre vraie question, c'est OK, combien je suis payé derrière? Voilà. Et je vous rassure, c'était le cas pour tout le monde. Et pour ça, je suis obligé de mettre un petit graphique qui vient de pas moi, qui vient de Pragmatic Engineer. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent au moins le nom. Qui récupère la structuration du marché de recrutement. Est-ce que ça vous parle, ce graphique, ou pas? Non. C'est ce qui fait que quand vous regardez votre salaire et quand vous regardez les offres qu'on vous propose, vous avez l'impression d'une énorme divergence et que vous êtes très mal payé par rapport au marché. Et ce n'est pas forcément que vous soyez mal payé, c'est parce qu'il y a un effet de divergence. On isole 3 parties dans le marché. On isole le marché des entreprises qui se comparent par rapport uniquement à leurs concurrents directs. Et donc, je ne sais pas, si vous êtes sur une chocolaterie, vous regardez qu'est-ce que font les autres chocolateries du quartier ou de la France si vous naviguez en France, et c'est tout. Et vous ne regardez pas combien paye Google. Voilà. La deuxième, c'est ceux qui vont regarder, qui vont se comparer à toutes les entreprises qui sont dans leur zone d'influence. Et donc, si vous avez une petite ESL locale sur Tours, eh ben, ça va regarder à toutes les entreprises qui sont sur Tours, à peu près sur des gens qui font de la techno type service. Et si vous avez une grosse ESN qui est sur la France, et vous allez regarder les ESN sur la France et les entreprises qui pourraient cibler les mêmes développeurs. Et le troisième marché, c'est le marché des big tech ou des GAFAM. Et vous verrez qu'ils payent très différemment. Et le graphique montre aussi la vision, qui sont que le premier tiers paye beaucoup moins, mais c'est là où il y a énormément de postes ouverts. Le deuxième tiers, il y a moins de postes ouverts et il paye mieux. Et le troisième tiers, il y a très peu de postes et c'est lisse et ça va très très loin en termes de salaire. Voilà. Et donc quand vous regardez ça, forcément ce que les gens vous montrent comme salaire, c'est ce que paye, je ne sais pas moi, ce que paye Alan, ce que paye Google, ce que paye des grandes boîtes de bases de données qui sont plutôt dans ce troisième tiers. Et ça ne reflète pas tout le reste du marché qui est avant. Et ça, c'est important parce que votre entreprise ne se positionne pas forcément sur le troisième tiers et tout le monde ne peut pas aller se battre sur le troisième tiers. Et donc, il y a un moment du où est-ce qu'on est et pourquoi on y est. C'est très arbitraire. Nous, on s'est placé sur le deuxième tiers. Voilà. Je pense que c'est là où la plupart d'entre vous est, parce que généralement, c'est les gens qui viennent en conférence, c'est ça. Voilà. Mais ça pourrait être autre chose. Et une fois qu'on a ça, on va chercher des benchmarks. On va chercher, OK, combien on paye pour une chocolaterie, combien on paye pour une boîte tech. Et je ne sais pas si vous avez déjà regardé les benchmarks. Et moi, on a fouillé, j'en ai pris 2 principalement qui étaient, comment ça s'appelle, Figures et Data Recrutement. Et en réalité, quand on fouille, ben, il y a 50 000 benchmarks qui ont tous des résultats très différents. Très différents, c'est parfois 50% de plus ou 50% de moins. Hein. Et c'est à cause de ça. Et tant qu'on n'a pas résolu ça, qu'on n'a pas fait ce choix-là, eh ben, on ne pourra pas avancer. Et il y a un deuxième biais qui est quand vous allez écouter ce que dit le marché, vous allez écouter les recruteurs qui viennent vous contacter. S'ils viennent vous contacter, c'est déjà des boîtes qui recherchent activement. Les boîtes qui recherchent activement ont tendance à payer plus que celles qui ne recherchent pas. Et c'est des gens qui éventuellement vous donneront des salaires avant de discuter quand vous ne rentrez pas dans le process. Ceux qui montrent le salaire en premier, c'est souvent ceux qui ont des meilleurs salaires que leur marché. Et donc vous avez un double biais. Donc tout ce que vous entendez comme annonce, tout ce que vous voyez comme annonce ou comme personne qui vous contacte, sachez que vous avez un double biais vers le haut. Et c'est ce qui fait que souvent vous avez l'impression d'être mal payé là où vous êtes, alors qu'en fait vous êtes dans le marché. Voilà. Et je suis désolé de le dire, c'est comme ça que ça marche. Mais c'est pareil pour tout le monde et moi aussi. Et donc c'est là où je me suis pris les pieds dans le tapis, c'est en faisant les benchmarks. Moi, je suis allé très naïvement. J'ai pris les 2 benchmarks que je pensais les deux plus pertinents. Je suis allé justement demander à mes développeurs ce qu'ils recevaient comme offre. Et donc, j'ai repris tous les biais que je vous ai expliqués. Et je suis arrivé à ça avec grande confiance auprès de mon président. Et puis, je me suis fait renvoyer dans les quartiers parce que lui a sorti un autre benchmark qui était 30% en dessous. Voilà.
Et on a fait de la guerre de qui tu crois et pourquoi et quel est le meilleur benchmark. Et honnêtement, ça sert à rien. Voilà. On est sorti quand même avec une conviction qui est la pente. Donc à quelle vitesse il fallait augmenter les gens. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ma première structure, c'était 2500 € par année d'expérience. Et on s'est rendu compte que dans la plupart des benchmarks, que ce soit les miens ou les siens, on avait à peu près la même pente, c'est-à-dire 2500 € par année d'expérience. Ma première découverte, c'est que c'est linéaire. Moi, je pensais que c'était du logarithmique et qu'on était augmenté de moins en moins. Au moins sur les 10-15 premières années, c'est du linéaire. En tout cas, c'était du linéaire quand on l'a découvert. Et comme on voulait aller modérément sur le changement et que les gens étaient encore très attachés à l'ancien système automatique qui ne faisait pas débat, on a fait un compromis. On s'est dit, on va prendre la moitié de la pente qui est à la performance, c'est-à-dire à quel point on avance de junior à confirmé, senior et ainsi de suite, et la moitié qui est due aux années d'expérience. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne progresse jamais, mais qui gagne en années d'expérience, va avoir la moitié de l'augmentation. Quelqu'un qui va progresser va avoir l'autre moitié de l'augmentation. Et en moyenne, sur... Pardon. Si on passe un changement de niveau, on a une année d'expérience qui est 1250, et on a un niveau, c'est 3700, ça fait une augmentation de 5000 €, c'est significatif, c'est visible. Moi, j'ai fait une grosse erreur au début, qui est d'avoir des décorrélations entre le moment où on fait les évaluations annuelles, et donc on fait l'augmentation horizontale, et le moment où on a l'année anniversaire, qui elle dépend de l'année dépend du mois où les gens sont venus, c'est-à-dire le vertical. Et donc ils avaient deux augmentations dans l'année, deux augmentations forcément plus faibles chacune, donc avec moins d'impact. Donc groupez-les, faites pas la même bêtise que moi. Et donc ça, c'est la petite instant pub. Je vous ai dit, on s'est un peu viandé sur les benchmarks, enfin moi surtout. Et l'année suivante, on est revenu sur un seul, qui est Figures, qui est celui que je vous conseille. Honnêtement, c'est le plus alimenté. Ce qu'ils font, c'est quand vous voulez voir à quoi ça correspond, ils obligent l'entreprise à déverser tous les salaires dans l'outil. C'est anonyme, il n'y a pas de question de données perso. Mais ça veut dire que tous les salaires, avec les années d'expérience, les compétences, etc., sont déversés dans l'outil. Et après, vous avez un joli outil où vous pouvez mettre vos critères. Je veux regarder les ESN qui sont sur Paris, ou les boîtes du FT 120, et ainsi de suite. Et vous avez par niveau les médianes, les percentiles, pour savoir comment ça se structure. Donc c'est super pratique. Honnêtement, c'est très bien étudié. C'est pas parfait, mais ça vous donne, à ma connaissance, en tout cas, la meilleure image de ce que ça peut être comme marché, principalement sur les boîtes tech et les ESN. Si vous êtes dans l'industriel, à mon avis, ça sera peut-être moins pertinent, simplement parce que ce n'est pas les outils qu'ils ont utilisés. Et donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Et donc là, une recherche, écoute, j'ai pris alors ça c'est du consumer support, ça n'a rien à voir. Sur la France, sur différents niveaux, et j'ai tracé ma médiane et mes percentiles. Je pense que là, ça doit être les 40 et 60, c'est ça. Pardon. Et donc, une fois qu'on a étudié ça, on a fait nos recherches. Nous, on était sur Lyon, donc je pense que c'est à peu près pareil sur Tours. C'est-à-dire que quand on regarde les salaires sur Paris, ils sont 20% au-dessus ou quelque chose comme ça. Et donc la question, c'est est-ce qu'on paye les gens comme sur Paris ou pas, sachant qu'on a un tiers de la population qui était en full remote. On a trois populations, on a le full remote, le Paris et la province sur l'outil. Ils sont en train de détailler un petit peu plus les villes. Mais quand on regarde, le full remote est quasiment payé comme Paris. Et ça c'est logique parce que souvent c'est des boîtes parisiennes qui vont recruter en province en full remote. Sauf qu'une fois qu'on a des gens en full remote et des gens en local, il faut qu'on fasse un choix et comment on va les payer. Voilà. Et je ne peux pas payer plus les full remote que les locaux, sachant que j'ai plutôt intérêt à faire venir les gens. Donc on a fait un choix qui est de dire on va se structurer, on va plutôt regarder les marchés lyonnais. Le deuxième, c'était est-ce qu'on regarde par exemple, est-ce que c'est une USN, est-ce que c'est du FT 120, est-ce que c'est des licornes, est-ce que c'est des startups. On a pris plein de critères, on avait des intuitions de se dire que dans notre marché, parce qu'on est une start-up en série C,
c'est différent du reste, ainsi de suite. En fait, on a fait marcher tous les critères. Il est resté quasiment que le critère géographique de pertinent, et le reste, on a laissé dans la masse. Et c'est là que vient la stratégie. Parce que maintenant, je sais comment structurer mes niveaux. Je sais comment les gens vont progresser sur ces niveaux-là. Je sais, j'ai des benchmarks dans lesquels je vais croire. Voilà. Mais ça ne me dit pas encore ce que je vais mettre comme chiffre. C'est-à-dire que l'intuition, c'est de dire, on va regarder les benchmarks. Les benchmarks les plus basiques donnent des médianes. Les plus évolués permettent de regarder par percentile. Maintenant, j'ai peut-être pas envie simplement de me placer à la médiane. La médiane, ça veut dire que j'ai quand même la moitié de la population qui est mieux payée que moi. C'est très simple, c'est une bonne justification. Il y en a la moitié en dessus et la moitié en dessous. On avait peut-être l'ambition de dire qu'on recrutait des gens qui étaient meilleurs que la moyenne. En tout cas, c'est ce qu'on se disait en interne. Et c'est ce qu'on disait à toutes les équipes. Et donc, logiquement, on ne pouvait pas recruter à la médiane en termes de salaire. Sinon, on était un petit peu incohérent vis-à-vis de notre discours, en disant vous êtes meilleur que la moyenne, mais on vous paye comme la moyenne, ça ne passe pas. Et donc là, il y a un vrai choix qui dépend de votre volonté de recrutement, de votre volonté de positionnement. Et c'est un choix qui est durable, parce que si vous positionnez trop, vous ne pouvez pas baisser la grille plus tard. On ne peut que la monter, la grille. Nous, on a fait le choix de se mettre au 75 percentile. C'est-à-dire de se dire on est meilleur que notre marché. Il y en a encore 25% qui sont au-dessus. C'est très dur, plus on monte, et plus il faut monter les salaires très haut. Pour monter au 90 percentile, vous êtes vraiment à des salaires qui sont délirants, voilà, en tout cas de mon point de vue. Donc déjà 75, c'est très haut. Mais ça, c'est un choix totalement arbitraire de notre part, donc je ne peux pas vous dire c'est le bon. C'est très dur de se positionner, à mon sens, sous la médiane si jamais vous faites l'exercice. Bon, en tout cas, il faut savoir le justifier par d'autres avantages. Mais je vous incite à réfléchir plutôt quel est mon besoin et où est-ce que je vais. Nous, on ne voulait pas concurrencer Paris, donc on s'est posé au 75 percentile de Lyon. On a un coup de bol qui est que le 75 percentile de Lyon, à l'époque, c'était à peu près la médiane de Paris, donc ça nous permettait d'être encore cohérents. Mais c'est juste un coup de chance et je ne suis pas sûr que ça continue comme ça. Voilà. Et voilà à quoi ça correspond. Je les redonne, c'est des chiffres qui sont un peu vieux, je ne sais pas s'ils sont élevés ou pas élevés pour vous, à vrai dire, ce n'est pas le sujet, c'est ce qui nous correspondait nous à l'époque. Et je ne vous dis surtout pas de recopier cette échelle-là. Et d'autant plus que ça ne sert à rien de la recopier si vous n'avez pas les attentes en face, et donc ce que moi j'appelle senior et ce que moi j'appelle confirmé, qui n'est pas forcément la même chose que ce que vous appelez senior ou ce que vous appelez confirmé. Et donc, tel quel, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais je sais que si je ne la présente pas, vous allez tous me dire « Ok, mais c'est quoi les chiffres ?» Voilà. Et je m'arrête là. J'ai ignoré énormément de choses, volontairement. J'ai ignoré qu'est-ce qui se passe si je suis parisien par rapport aux provinces. Est-ce qu'il faut payer plus les Parisiens? Est-ce qu'il faut payer plus ceux qui ont une bonne école? Est-ce qu'il faut payer plus ceux qui ont fait une alternance? Est-ce qu'il faut payer plus tout ce que vous voulez? J'ai des slides sur tout ça, mais je sais que je ne peux pas en une heure tout balayer. Et donc je vous propose, c'est plutôt posez-moi les questions et on regarde ce qu'on balaye ensemble. Qu'est-ce qui vous intéresse? Ouais. C'est comme tout changement. La question, c'est pas où est-ce... Si je l'ai remis, hein, oui. Okay. Ah oui, pardon. C'est comment on incite à mettre une grille de salaire, sachant que tu as essayé et que c'était compliqué de les inciter à en parler, à ouvrir les salaires et à faire le... J'ai bien traduit? Voilà. Je pense que c'est comme dans tout changement. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est pas tellement où est-ce que vous êtes, et donc écarter cette question-là, du est-ce qu'on est au bon endroit ou pas,
et pas dire je fais la révolution et c'est un scandale, parce que ça c'est pas constructif, mais leur dire on va étudier ça pour voir où est-ce qu'on va et comment on y va. Et le où est-ce qu'on va, vous avez forcément des gens qui ne sont pas contents parce que le salaire du celui d'à côté, ils pensent que c'est pas le même. Des fois c'est le même, hein, c'est juste des fantasmes, hein. C'est juste d'en parler. Moi j'avais des problèmes sur qui je recrute et à quel niveau. Et donc la grille de salaire, elle répondait vraiment à des besoins pour moi. C'est-à-dire la capacité de me dire, bah, je vais ou pas embaucher quelqu'un qui a 20 ans d'expérience et qui est juste expérimenté. Est-ce que je le prends et à quel salaire? Est-ce que je le prends au même salaire que la personne qui est jeune et expérimentée? Est-ce que je le prends en plus? Et tout ça, ce sont des questions, des débats qu'on avait qui font perdre du temps au jour le jour. Donc ça, c'était un débat. On en avait d'autres après sur tout ce qui est performance et progression. Et ça, je suis sûr que vous les avez, les débats. Sur les évaluations annuelles, chacun qui va négocier, qui va être content, pas content. Ça met honnêtement beaucoup de bazar dans l'organisation. Ça met une très mauvaise image de la boîte à chaque fois qu'on est obligé de refuser des augmentations. Parfois, même si c'est des motifs très légitimes. Hein. Et ça fait perdre du temps beaucoup sur le management au lieu de dire aux gens comment on vous aide à mieux travailler. On est obligé de leur dire écoute, non, là, t'as pas été bon, là, c'est pas bien, là, finalement, le voisin, il mérite mieux, et ainsi de suite. Sachant qu'en plus que la non-transparence est très virtuelle, vous allez discuter le salaire avec vos voisins. Donc en plus, vous allez le savoir. C'est juste que vous allez le savoir d'une manière qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas transparente, vous allez avoir qu'une petite fenêtre. Et donc non seulement ça va être su, mais vous allez quand même garder les fantasmes et les jalousies. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc pour moi, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de dire on va couper des débats et gagner du temps en posant le où est-ce qu'on va, et peut-être que le où est-ce qu'on va, c'est pour dans 3 ans, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de dettes à rattraper, et donc on ne va pas juste poser la grille de salaire comme ça du jour au lendemain. Mais si déjà vous allez définir c'est quoi les critères que je veux, comment je vais définir mes niveaux, qu'est-ce qui est important pour moi à valoriser, est-ce que vous voulez, moi j'ai valorisé la compétence technique, mais il y a plein d'autres critères possibles. Là j'en ai mis quelques-uns, hein, mais peut-être que vous avez un critère social du nombre d'enfants, de la position, de je ne sais quoi, et c'est valable, mais du coup en l'explicitant et en le gravant dans le marbre, vous allez couper des débats et gagner de la vitesse. Pour moi, l'enjeu, il est plutôt là. Le seul objectif de la grille ici, donc je suis parti de l'optique de direction, c'est pas d'avoir une dimension sociale, c'était vraiment faire en sorte qu'on fonctionne mieux dans la boîte, à la fois du point de vue des salariés et de la direction. Et ça, la direction, elle est preneur. Hein. Ouais. À quel moment on met à jour la grille? Et donc, est-ce que je l'ai listé là? Je ne l'ai pas listé. On va parler d'inflation. Parce que là-dedans, je n'ai pas compté l'inflation dans l'augmentation. Et forcément, l'inflation en ce moment, elle est assez haute, ou en tout cas, elle était assez haute les dernières années. Et je ne peux pas compter l'inflation parce que l'inflation change. Et si je la mets dans la grille, que l'inflation baisse, je me retrouve avec une grille qui monte les gens beaucoup trop vite. Donc c'est compliqué. Donc l'idée au départ, c'est de dire je fais une grille sans tenir compte de l'inflation, sans tenir compte de l'évolution du marché. Et régulièrement, je vais prendre mon benchmark sur lequel j'ai fait un point de données, c'est-à-dire je prends mon benchmark avec tel critère et tel percentile, et je vais regarder est-ce que ça a beaucoup bougé ou pas. Si ça a beaucoup bougé, je mets à jour. Et si on met à jour la grille, donc tous les salaires de toutes les personnes qui sont dans la grille. On s'était fixé tous les ans, on ne l'a pas fait, pour des mauvaises raisons. Moi, j'avais plus d'influence à la fin, donc voilà. Mais j'espère qu'ils le referont cette année en tout cas. Mais l'idée, c'est tous les ans ou tous les 2 ans, tu vérifies où est-ce que tu en es. On avait un deuxième critère d'alerte, pour être franc, qui nous permettait de dire il est temps de réévaluer la grille. C'est quand, sur le recrutement, on faisait beaucoup de recrutement, on essayait d'avoir 3 développeurs par mois en plus dans l'équipe. C'est beaucoup pour notre taille. Et on disait, si on a plus de 20% de personnes qui nous disent non pour des questions de salaire, c'est que probablement on est hors marché. Et on avait le choix de discuter le salaire, vu qu'on avait une grille, c'est facile, en premier entretien et pas en bout d'entretien, donc on avait vraiment un échantillon statistique correct. Ouais. Oui. Il y a une évaluation de performance, c'est la partie horizontale.
Mais il y a la moitié de l'augmentation qui est quand même automatique à l'expérience, parce que historiquement, on venait d'une augmentation totalement automatique. Et je pense qu'on n'était pas prêt, ni moi, ni les équipes, à avoir une évaluation totalement basée sur la performance. Est-ce qu'aujourd'hui, si je le referais, je ferais les mêmes équilibres? Peut-être pas, je mettrais peut-être 2 tiers, 1 tiers, je ne sais pas. Je trouve quand même bien d'avoir quelque chose chaque année, parce que tu ne peux pas avoir un nombre de niveaux tel que tu passes des niveaux tous les ans. Et c'est très frustrant si tu restes 2 ans sans salaire, sans augmentation de salaire, peu importe là où tu es, même si tu es bien payé. Et donc il y a quand même une notion de on t'en donne un petit peu chaque année à l'automatique. Il y a une clause de résolution, tu as vu que je n'ai pas complété les colonnes jusqu'au bout, qui est que, et je ne vous dis pas que c'est une bonne solution ou une mauvaise solution, mais qui est que pour que ça soit cohérent de notre part, parce qu'on ne pouvait pas avoir un junior à 20 ans d'expérience qui continue avec 1250 par an, pour que ce soit cohérent de notre part, on se dit quand quelqu'un dépasse de trop loin des cases qui sont colorées, et ben on commence à se poser la question de est-ce qu'en fait c'est le bon endroit pour lui, est-ce que c'est la bonne boîte. On n'a pas trop eu le cas, aussi parce que je ne suis pas resté non plus 10 ans, donc peut-être que dans 10 ans ils l'auront. Mais ça fait partie du jeu et c'est une culture de boîte et c'est pas forcément la vôtre. Voilà, donc c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Alors, je répète, est-ce qu'on pourrait augmenter les salaires uniquement à la seniorité et pas à l'expérience? Moi, je pense que oui, mais il y a ce problème de qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un qui stagne à un même niveau pendant 3 ans, ce qui est plutôt normal. Hein. Honnêtement, on ne va pas changer tous les ans. La résolution qu'on a eue quand même, c'est de se dire c'est difficile à accepter pour les gens et ils risquent de partir à la 2e ou à la 3e année par frustration parce que c'est pas suffisamment lissé. Donc on a cette petite partie d'automatique qui lisse, mais qui apporte d'autres problèmes parce qu'on ne peut pas la continuer non plus à l'infini. C'est un choix d'entreprise. Tout est des choix. Hein. Y a pas, jamais je vous dirais c'est ça qu'il faut faire, c'est nul de faire autrement. Voilà. C'est un choix de notre part. Et aussi parce qu'on venait du tout automatique à l'expérience, et donc on a fait un compromis entre les deux. Voilà, je vous ai dit, on a fait 50-50, c'est une facilité aussi. Hein. Voilà. Alors oui, on est à l'Insatec, oui. Alors la Syntec, à ma connaissance, peut-être que je m'engage trop loin, elle a des notions de coefficients et elle a des salaires minimums pour chaque coefficient. Les coefficients sont totalement arbitraires. Alors il y a des descriptions, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais honnêtement, il y a quand même une très très grande liberté de l'entreprise sur quel coefficient elle met à chacun. Et les salaires minimums sont pas très élevés par rapport au marché. Donc en fait, on n'est pas très bridé par ça. Les salaires minimums sont de toute façon bien en dessous et on ne s'en préoccupe pas. On n'a pas fait l'exercice de mapper les coefficients. Je pense que tout le monde est resté au coefficient de base et on ne s'est pas posé la question. Oui, c'est ça. Par contre, quand tu passes de manager, là, je suis sûr qu'ils ont bougé. Je ne m'en suis pas préoccupé, mais je suis sûr que la DRH le faisait. Mais voilà, mais sans plus. Oui. C'est une grille. Alors, donc, est-ce que c'est une grille pour l'ensemble de la boîte ou juste pour la partie tech? C'est une bonne question. Je suis parti d'un environnement où la formule que je vous ai donnée au départ, elle est globale à toute la boîte, mais les valeurs sont différentes. C'est-à-dire que j'avais un 37 plus 2,5, je crois, de mémoire. Et ce 37, il dépend de quel métier tu fais. Voilà. Arbitraire. On avait c'était même un peu plus large, c'est-à-dire que c'est pas quel métier, mais quel type de métier. C'est en gros le 37, il correspondait au cadre spécialisé, c'est-à-dire produits. On avait la finance, les gens qui faisaient la data, c'était les mêmes, et ainsi de suite. Voilà, c'était très large. On a fait l'exercice pour la tech parce que moi j'avais une équipe importante par rapport à d'autres et qui commençait à grincer parce que le marché était quand même beaucoup plus haut.
et qui avaient envie de sentir la progression. Donc j'ai fait cette étape de faire le chemin de carrière, de faire la grille. On a commencé par la tech et on a aligné tous les métiers de la tech, data ou développeur. Et au début, on avait même aligné les produits, mais qui ont finalement dérivé un petit peu parce que le benchmark était différent. Et après, on a repris cette méthode et on l'a appliquée à tous les métiers, mais du coup avec des valeurs différentes. On avait gardé la même pente, je crois, partout, pour les cadres, je parle. Mais par contre, les valeurs étaient différentes au départ. Et pour les non-cadres, ils ont fait une formule différente, parce que les 1500 étaient un peu élevés en termes de pente. Alors on a fini, ouais. Moi je suis preneur de prendre vos questions après derrière, mais là on a fini pour l'enregistrement. Merci tout le monde.